Des phénomènes climatiques de plus en plus imprévisibles, aux saisons des feux de forêt plus longues et plus actives, en passant par la fonte rapide des glaciers, les effets des changements climatiques au Canada sont impossibles à ignorer. Les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les enfants, les ados et les jeunes adultes, font face à un avenir incertain. Plus de la moitié des jeunes Canadiens sondés dans le cadre d'une étude récente ont affirmé avoir peur, être triste, être anxieux et se sentir impuissant face au changement climatique. Près de 80% d'entre eux ont déclaré que les changements climatiques compromettaient leur santé mentale. Et plus du tiers a indiqué qu'ils nuisaient à leur fonctionnement quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la montée de l'éco-anxiété chez les adolescents et les jeunes adultes, ainsi que des meilleurs moyens de soutenir les jeunes qui font partie de nos vies. Vous écoutez Ados en santé, un balado de la Société canadienne de pédiatrie. Alors bonjour, je suis Dr Nicolas Chatier, pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et c'est un grand plaisir pour moi d'être accompagné de Dr Catherine Malbeuf-Urtubise, qui est psychologue pour enfants, chercheuse et professeure agrégée à l'Université Bishop's. Bonjour Catherine. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez d'actualité, l'éco-anxiété. Mais avant de plonger plus profondément dans le sujet, peux-tu me parler un peu de toi, de ton parcours professionnel, puis peut-être de ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de l'éco-anxiété? Oui, donc, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, je suis psychologue, je suis surspécialisée en enfance. Je me suis toujours beaucoup intéressée aux grandes questions existentielles. Beaucoup intéressée à la psycho-existentielle aussi, qui est une branche de la psychologie clinique, mais qui n'a pas été vraiment pensée pour les jeunes, pour les enfants. Et je m'intéresse à ce que les enfants comprennent de la mort, à ce qu'ils comprennent du désespoir, à comment ils le verbalisent. Puis la crise climatique, ben c'est pas mal une menace existentielle. Donc, ça fait déjà quelques années que je m'intéresse à l'éco-anxiété des enfants dans le contexte donc, de la crise climatique. Puis, tu sais, tout de suite après la pandémie, la crise climatique a pris beaucoup de place. Puis c'est comme si les menaces existentielles se succèdent ces dernières années. On peut penser aux guerres aussi là, qui s'accumulent malheureusement là, dans les dernières années. Et donc, ça fait en sorte que les enfants ont beaucoup de questions par rapport à ça. Puis c'est dans ce contexte-là que je me suis intéressée. Donc, si je comprends bien, tu as des sujets d'intérêt quand même qui touchent à des sujets assez lourds, mais qui sont Oui. très importants, très d'actualité. Puis peut-être qu'on pourrait commencer avec peut-être des définitions, là, juste pour nous aider à mieux cibler. Quand on parle du terme éco-anxiété, des fois, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est considéré comme un problème de santé mentale? Ben, en fait, l'éco-anxiété, c'est vraiment comme un terme parapluie, si on veut, là, qui englobe beaucoup de choses. C'est pas un terme parfait, mais c'est celui qui est le plus utilisé dans la littérature. Donc, ça réfère à toute réaction émotionnelle qu'on peut ressentir quand on pense aux impacts actuels et futurs sur l'environnement, dans le fond. Ça pourrait, donc on entend par éco-anxiété, oui, il y a de l'anxiété, mais c'est pas que de l'anxiété, ça peut être de la culpabilité, de la colère aussi. Les jeunes vont souvent exprimer de la colère envers les générations précédentes, notamment. Ça peut être de la tristesse, ça peut être du désespoir, mais ça peut aussi, à la limite, être de l'espoir ou un certain sens d'engagement social, par exemple. C'est pas que négatif. À savoir si ça représente un trouble de santé mentale, officiellement non. Donc, l'APA ne reconnaît pas l'éco-anxiété comme étant un trouble de nature clinique, là, si on veut. Mais on voit que de plus en plus, si on considère que l'anxiété en général, mais l'éco-anxiété en particulier, c'est comme un spectre, là. Donc, on a tous des niveaux plus ou moins élevés d'anxiété et d'éco-anxiété. Mais de plus en plus, on voit des jeunes et des moins jeunes qui vont clairement se situer au niveau clinique du spectre. Donc, qui en ont, qui est de niveau incapacitant, disons. Bien, merci beaucoup. Puis, en fait, tu le dis bien, là, donc l'APA, l'Académie de psychologie américaine, ne le définit pas nécessairement comme un diagnostic ou une pathologie, mais tu as mentionné plusieurs éco-émotions, si je peux me permettre ce terme-là. Voilà. Mais définitivement, l'éco-anxiété là, qui se réfère à des sentiments plus anxieux là, en lien avec le climat, avec l'écologie. Si on pense à
à ce qu'on retrouve sur le côté du spectre qui est un peu plus vers le sévère. Est-ce qu'on fait des différences entre l'éco-anxiété puis d'autres types d'anxiété? Est-ce qu'on aborde ça différemment? Est-ce que c'est adressé aux prises en charge différemment? Ben, tu sais, il faut savoir que pour mettre un peu de contexte là, à la décision de l'APA notamment, c'est que l'éco-anxiété, en principe, elle est normale. Ce serait normal qu'on soit inquiet de ce qui pourrait arriver en lien avec la crise climatique. Donc, c'est une réponse normale ou une réaction normale à une situation qui est réellement inquiétante. Là où ça devient clinique, l'éco-anxiété est vraiment spécifiquement alignée autour de cette question de l'environnement, de la dégradation de la planète, par exemple, de l'anticipation d'un futur, là, surtout quand on pense aux jeunes. Là, c'est eux qui vont grandir dans ce monde-là avec les événements climatiques qui vont se multiplier. La recherche qui vise à lier l'anxiété généralisée ou l'anxiété normale, là, entre gros guillemets, qui est donc à voir s'il y a des liens entre ça puis l'éco-anxiété, elle est encore très préliminaire. Il y a des pistes qui nous laissent croire que les gens qui sont plus anxieux en général vont probablement aussi avoir tendance à être plus éco-anxieux, mais la recherche est encore embryonnaire. Merci. Donc, on voit quand même qu'il y a un certain chevauchement là, entre l'éco-anxiété. Il pourrait y en avoir. Oui, il pourrait y en avoir. Là. On travaille à démontrer cette hypothèse. Merci de clarifier ça. Puis, mais c'est sûr qu'on semble parler de plus en plus des changements climatiques, de la crise climatique. C'est définitivement quelque chose qui est présent dans les médias. Est-ce que tu pourrais nous dire si, d'après toi ou d'après les recherches, là, dans les dernières années, si on a augmenté ou on a vu une augmentation, soit du nombre d'enfants qui sont éco-anxieux, ou est-ce que cette anxiété-là devient plus intense? Est-ce qu'il y a des tendances ou des choses qu'on peut ressortir là, des sondages ou des investigations récentes? Ben, tu sais, comme on part de l'idée que la recherche est assez embryonnaire même en 2025, j'ai pas de chiffre de prévalence, par exemple, à te donner. Ce qu'on sait, par contre, c'est que plus les changements climatiques s'accélèrent, plus c'est difficile pour un enfant ou un ado de ne pas être conscient des changements climatiques. Donc, on peut penser même au Québec, là, il y a 2 ans, il me semble que c'était à l'été 2023, il y avait des feux de forêt partout au Québec. Le ciel était rouge plutôt, l'air était irrespirable. Fait que même un enfant qui grandit au Québec ou un ado qui grandit au Québec qui aurait pas jamais entendu parler de changement climatique à l'école ou dans sa famille était conscient qu'il se passait quelque chose. Donc oui, les enfants qu'on pensait peut-être pas du tout vulnérables à l'éco-anxiété le sont de plus en plus. Les ados sont encore plus vulnérables parce que justement, ils en sont plus conscients. C'est pas mal la tranche d'âge, ados, jeunes adultes, qui sont les plus vulnérables à l'éco-anxiété. Je pense encore une fois à cause de cette conscience ajoutée que c'est le monde dont ils héritent là, et dans lequel ils vont vieillir. Par ailleurs, il y a une étude intéressante qui a été publiée il y a déjà quelques années, je pense que c'était en 2021, là, par Hickman et ses collègues, qui avaient sondé des ados jeunes adultes, justement. Puis une statistique dont je me rappelle, c'est que à peu près 50% d'entre eux disaient que quand ils exprimaient des inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport à l'environnement, ils se sentaient invalidés. Sentait que la personne qui recevait cette inquiétude-là ne comprenait pas ou l'ampleur de la détresse ou ne jugeait pas qu'elle était valide ou adéquate. Puis, donc, tu l'as bien dit, il faut presque vivre dans une bulle là, pour pas être au courant ou comprendre, Exact. voir ou même vivre au quotidien là, les impacts là, des changements climatiques. Puis, ça peut donc être des choses qui sont discutées fréquemment, puis c'est pas nécessairement un sujet qui est facile à aborder. Comme tu disais, il y a des gens qui peuvent se sentir invalidés, là, que ce soit des ados, des jeunes adultes. Est-ce que tu sais si peut-être là, ces préoccupations-là par rapport à l'environnement, là, puis l'éco-anxiété qui sont en augmentation, peut-être là, sont arrimées avec plus de demandes d'aide, plus de demandes de services? Est-ce que les jeunes sont plus en mesure là, d'aller chercher des soins ou des professionnels pour les guider dans tout ça? Ben, tu sais, si je me fie, c'est anecdotique dans la mesure où je l'ai pas évalué de manière formelle dans mes recherches, par exemple, mais j'ai beaucoup de mes collègues qui font de la clinique privée, par exemple, et qui, oui, notent chez les jeunes ados, justement, jeunes adultes, de plus en plus de motifs de consultation en psychologie pour des motifs liés à l'environnement, liés à l'éco-anxiété, justement, à l'anxiété de pas savoir ce qui nous attend, de pas avoir de contrôle sur l'avenir dans le contexte de la crise climatique. Puis
Je sais que d'entrée de jeu, je parlais de la l'APA qui disait c'est pas un trouble, c'est pas un trouble clinique, mais il y a quand même ce souci chez les cliniciens de développer de plus en plus des méthodes d'intervention comme adaptées à l'éco-anxiété dans une perspective clinique. Donc, en 1 à 1 en psychothérapie, comment est-ce qu'on peut offrir des traitements pour essayer d'apaiser la détresse? Puis moi, je pense, mes travaux portent un peu là-dessus, là, dans les milieux scolaires, puis avec les enfants, mais je pense qu'on ne peut chercher ou espérer alléger la détresse sans explorer la partie sombre là, de la force, c'est-à-dire le désespoir qui va avec le fait d'être conscient là, que la crise climatique s'accélère puis qu'on pourra pas y échapper dans le fond. Bien, merci de nous partager ça. En fait, donc, d'une part, tu mentionnes que dans la pratique en psychologie, chez les professionnels, c'est un thème qui est peut-être de plus en plus discuté, abordé d'emblée avec des associations professionnelles aussi qui génèrent des nouveaux outils là, pour pouvoir appliquer. Et puis, d'un autre côté, bien, il y a peut-être façon d'avoir des conversations au niveau de l'éco-anxiété en milieu scolaire, donc à l'échelle de la population. Je sais que tu es impliqué dans certains projets de recherche là, qui touchent à l'exposition à la nature. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes travaux, puis peut-être du lien entre l'exposition à la nature, puis le fait d'être ou non, ou moins, ou plus éco-anxieux, éco-anxieuse, comme enfant, comme ado? Oui, ben en fait, il y a quand même un bon corpus de recherche qui existe sur les liens entre la santé mentale puis le fait d'être exposé en nature. Donc, quand on est exposé à la nature, quand on va dehors, ça aide sur le plan de la santé mentale. Là où le bas blesse, c'est que sur le plan de l'éco-anxiété, ça aide pas tant que ça. Fait que si on est en nature et qu'on a en plus, c'est qu'on aime ça être dehors, qu'on s'attache à certains lieux, certaines, je sais pas, un lac en particulier, où on aime aller faire du kayak, on comprend la notion d'attachement à un lieu extérieur, si on veut. Ben là, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation positive en fait avec l'éco-anxiété, à savoir que plus la nature est importante pour nous, plus on est en contact avec la nature, plus on risque d'être éco-anxieux. Donc, ça aussi, donc, est-ce que d'être en nature, c'est une bonne manière pour traiter l'éco-anxiété en particulier? Peut-être pas. Mais tu sais, on est vraiment dans un champ de recherche qui bouge vite. Et donc, il faut réfléchir un peu à comment on bâtit ces programmes-là. Tu sais, ce qu'on voit aussi dans la littérature, dans les interventions en milieu scolaire, autant chez les ados que chez les enfants, c'est que c'est très axé sur la notion d'espoir. Donc, on s'est dit, on va essayer de redonner de l'espoir. Puis, tu sais, nous, dans nos recherches, on arrivait avec cette idée-là en tête au début. Très vite, là, dans toutes nos cohortes, là. Fait qu'au Québec, au Royaume-Uni, tu sais, pas tout à la même place sur la planète, les enfants nous disent, arrête de nous parler d'espoir, on n'en a pas. C'est pas de ça dont on veut entendre parler. On veut un espace pour exprimer notre désespoir. On essaye tous d'aider, de développer des interventions cliniques, mais on n'est pas tout à fait rendu à OK, c'est cette formule-là qui marche ou peut-être que d'essayer de tirer les enfants en dehors du désespoir puis de leur rentrer l'espoir dans la gorge, c'est peut-être pas ça dont ils ont besoin. Donc, c'est en ébullition, disons. On parlait du fait que le fait de passer plus de temps en nature, puis parfois dans des environnements qui changent, où on peut voir ou même vivre des changements climatiques, ça peut être plus difficile. Donc, il y a l'aspect bénéfique de passer du temps en nature pour le bien-être, mais le fait que ça peut être confrontant, finalement, d'être dans un environnement qui vit les contre-coups là, d'un changement climatique. Est-ce qu'on peut penser que dans des populations où chez des groupes, par exemple, les peuples des Premières Nations qui ont un mode de vie qui est peut-être plus étroitement lié aux activités en nature, autant passer directement en contact avec l'environnement, qu'on pourrait ressentir encore plus d'éco-anxiété ou que ça pourrait être encore plus présent là, pour les ados, les enfants, les personnes finalement là, qui sont dans ces situations-là? Ben, tu sais, ce qu'on sait par la recherche, c'est qu'effectivement, les gens des premiers peuples qui vivent en contact beaucoup plus étroit avec la nature, pour qui la nature aussi a une dimension spirituelle. Dans certaines communautés, la nature a même une dimension légale. Donc, oui, ils sont plus à risque, ils sont plus vulnérables à développer de l'éco-anxiété. Dans certains cas, parce que, puis ça, on voit aussi dans d'autres populations, là,
quand on a besoin de la nature pour sa subsistance, ben en fait, j'imagine que c'est le cas de tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire là. Quand on est plus étroitement lié au territoire naturel, on est aussi plus vulnérable à être conscient des changements puis à s'inquiéter de ce qui peut s'en venir dans l'avenir. Super intéressant, puis c'est très riche là ce que tu nous expliques. Donc d'un côté, c'est sans équivoque de passer du temps en nature, d'être actif physiquement, de faire des activités de loisirs en plein air, ça a un effet bénéfique sur la santé mentale puis le bien-être en général. Indéniable. C'est Ouais. indéniable, mais attention parce que de dire on va en nature, ça peut aussi nous dire ben là on s'aperçoit, on le voit devant nos yeux, la forêt qui était là, elle n'est plus là, le milieu conservé, qui finalement perd de sa biodiversité, etc. Ça peut quand même alimenter cette éco-anxiété-là. Donc, il y a un besoin là, pour avoir un certain affinement au niveau des interventions. On ne peut pas juste dire on va jouer dehors, ça va nous rassurer, on ne sera plus éco-anxieux. Puis, mais est-ce que tu dirais même que le fait finalement d'avoir cette éco-anxiété-là, puis d'être confronté à certains des défis, à certaines des difficultés, ça pourrait être un levier pour l'action? Est-ce qu'il y aurait façon de tourner l'éco-anxiété en éco-proactivité, si on veut, ou même être un ado, une jeune personne vecteur, vectrice de changement dans la société? Ben oui, ben c'est pour ça que tu sais, tout est question de dosage. Fait que, tu sais, ça revient à l'éco-anxiété en soi, elle n'est pas mauvaise parce que c'est une réaction tout à fait normale. Et quand elle n'est pas paralysante, ben elle peut te pousser à vouloir agir. Donc oui, dans ce cas-là, c'est un levier. Mais pour qu'elle devienne un levier, pour que tu aies envie d'agir, ça passe forcément par reconnaître comment tu te sens aussi, tu sais, puis reconnaître que t'en as peut-être pas des tonnes d'espoir pour l'avenir, mais de retrouver un sens quand même à travers, parce que habituellement quand on perd l'espoir, on a une perte de sens là. Fait que rebâtir un sens, ça passe par explorer pourquoi on l'a perdu. Puis après ça, on peut prendre justement ce levier-là pour de l'engagement citoyen, par exemple, pour essayer d'agir à petite échelle. Ce qu'on voit beaucoup aussi, là, c'est sûr que je parle plus des enfants, parce que mes recherches portent plus auprès des enfants, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est de la culpabilité exacerbée. Fait que c'est vraiment important de faire comprendre aux jeunes, jeunes et moins jeunes, fait enfants comme ados, que c'est l'action collective qui va sans renverser la tendance, mais qui va aider à ralentir les changements climatiques. Ça, on n'est pas toujours sûr que les enfants le comprennent bien. Donc, ça amène à te mettre encore plus de pression sur les épaules. Ça te met à risque à un burn-out activiste, qu'on dirait en français. Fait qu'il faut aussi faire attention à ça. Tu sais, comme quel message on envoie, qu'est-ce qui est reçu, qu'est-ce que les jeunes comprennent, est-ce qu'ils comprennent que c'est tout sur leurs épaules à eux, si on veut que ça change. Mais il faut vraiment faire attention pour que ce soit l'action collective qui soit bien comprise. Là. Il n'y a pas une personne qui va régler l'enjeu des changements climatiques. Et une nuance vraiment importante, là, finalement, là, de dire qu'on peut changer les choses, mais ça peut être très lourd de penser qu'on va être la personne qui va sauver la planète. Il y a beaucoup de parents, probablement, qui nous écoutent, puis qui peut-être se demandent, mais ça serait quoi, finalement, la meilleure façon d'aborder les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais si on pense plus à l'éco-anxiété avec un enfant pré-ado ou ado, est-ce qu'il y a une façon d'aborder ce sujet-là, finalement, là, qui nous retire de la culpabilité, qui ouvre la place au dialogue? Est-ce qu'il y a des suggestions de ce côté-là? Ouvertement, c'est pas sorcier, mais c'est difficile, mais c'est pas sorcier. Donc, d'accueillir les émotions, les questions des enfants, d'être capable de reconnaître aussi que nous-mêmes, on les a pas, les réponses à ces questions-là, puis que nous-mêmes, on a probablement peut-être du désespoir. Souvent, notre réaction en tant qu'adulte là, ou en tant que parent, notre première réaction qui va être invalidante, du genre pense pas à ça, c'est pas grave, là, ben, ça parle de notre propre incapacité à tolérer la détresse qui nous est communiquée. Donc, ça veut pas dire que c'est facile. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, là, on s'entend, mais d'essayer de travailler à accueillir ce que l'autre a à nous dire, ce que notre enfant a à nous dire, puis d'explorer cette perte de sens, puis d'être capable de reconnaître, puis de leur dire que ben peut-être que nous aussi on se sent pareil. Ça a un impact thérapeutique insoupçonné parce qu'on se sent moins seul aussi là-dedans. Le jeune, l'ado, il a pas l'impression que qu'il est fou parce qu'il est juste seul à penser ça. T'sais. Non, son parent aussi pense ça. Son parent aussi se sent parfois impuissant. Ça, c'est très puissant là, en termes de bénéfices. Là. Alors, Catherine, on parlait du fait que
des fois d'avoir des pensées par rapport à l'environnement qui change, puis d'avoir un monde finalement qui vit des gros changements climatiques, ça peut être lourd pour une jeune personne qui peut s'en sentir peut-être même responsable de ces changements-là, d'avoir le poids de devoir changer les choses pour les générations à venir. Finalement, ça peut être vécu difficilement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on peut faire un lien là, avec ça, puis finalement les sentiments d'éco-anxiété? Oui, ben, tu sais, comme je te disais d'emblée, au sein de l'éco-anxiété, il y a plusieurs émotions. Hein. Fait qu'il peut avoir la culpabilité, il peut avoir se mettre beaucoup de pression sur les épaules. Il y a aussi de la colère. Puis la colère est assez présente dans le discours des ados comme des enfants, la colère envers les générations précédentes, la colère aussi envers nos décideurs publics actuels. Ce qu'on voit souvent là, dans nos recherches, c'est que au début, c'est comme un peu un sujet tabou. T'sais. Ils osent pas trop nous en parler, qui ont de la colère. Puis ça prend toujours comme un jeune là, qui va lever la main pour dire j'ai-tu le droit? Puis nous, on est là, puis on leur dit ben, tu as le droit de tout exprimer ce que tu veux exprimer. Puis ça ressort là, vraiment systématiquement. Pourquoi ils n'ont pas pris soin de l'environnement? Pourquoi ils nous lèguent ce monde-là? Pourquoi nous, il faut qu'on réfléchisse à on veut-tu des enfants ou pas? Donc, ça prend certainement beaucoup de place. Puis un peu comme le désespoir, comme la tristesse, comme le deuil de certains trucs, il faut faire de la place pour l'exprimer parce que si on n'exprime pas la colère, là, je suis pas la première à vous en parler, c'est certain, ben ça, tu sais, ça, c'est en ébullition puis ça sort tout croche après. Donc, tu sais, encore une fois, cette idée de prendre le temps de reconnaître que c'est valide d'avoir de la colère, c'est normal d'en avoir puis qu'on a le droit de l'exprimer de manière adéquate, évidemment. Ça aussi, c'est porteur de transformation. C'est porteur d'une certaine action collective aussi. Donc, d'où l'importance de valider, pas nécessairement seulement l'éco-anxiété, mais les éco-émotions, même des émotions qui peuvent être plus vives, plus difficiles, comme la colère. Merci beaucoup, Catherine. Puis étant moi-même parent de jeunes enfants, c'est sûr que je me sens interpellée par la question climatique, là. Donc, c'est sûr que ça peut être des soucis, ça peut être des sentiments partagés. Bon, disons qu'on s'aperçoit qu'un ado, une jeune personne dans notre entourage vraiment a l'air de souffrir là, ou d'avoir des enjeux assez importants au niveau de l'éco-anxiété. Mais est-ce qu'il y a des signaux d'alerte là, ou des choses qu'on devrait garder en tête pour se dire bon, là, je pense qu'il faut peut-être aller chercher de l'aide ou aller chercher de l'aide professionnelle. À quoi qu'il faudrait faire attention, si on veut, dans ces situations-là? Mais tu sais, si on remarque que justement l'aspect anxiété prend de plus en plus de place, que par exemple, notre jeune nous parle qu'il pense juste à ça ou qu'il y a de la misère à s'en détacher, que tu sais, qu'on peut voir qu'il y a comme de la rumination, là, tu sais, les pensées vont vite, comme dans une spirale. Bon, ça, déjà, ce serait un premier signe peut-être qu'il faudrait songer à aller consulter. Je parle de désespoir depuis tantôt, mais tu sais, on le sait là que le désespoir, faut pas non plus le laisser s'enliser, non, parce que le désespoir est très lié à la dépression, puis est très lié, aux idées suicidaires, tout ça. Je dis pas qu'un jeune qui a du désespoir face à la crise climatique va avoir des idées suicidaires, là, qu'on s'entende bien. Mais si on voit que le jeune a de la misère à sortir de cette émotion-là, que la passe perdure dans le temps, ça peut être porteur. Premièrement, le désespoir, c'est une des émotions les plus difficiles, là, les plus souffrantes. Puis ça peut être porteur d'une grande détresse que de se demander, mais coudonc, est-ce que je vais être capable d'avoir des enfants? Moi, tu sais, dans quel monde je vis tout ça? C'est correct d'en parler, il faut en parler. Puis si, comme parent, on se sent plus outillé à accompagner son enfant, ben là, peut-être que c'est un bon signe qu'il faut penser peut-être à trouver quelqu'un de professionnel en santé mentale là, pour aider. Là. Donc, aller consulter, là, par exemple, psychologue, professionnel dans la communauté ou même en parler à son médecin, son pédiatre, tout à fait. Là, quand on voit que ça Ouais, affecte ou à l'école. ou à l'école, les ressources scolaires, oui, tout à fait. Puis surtout quand on voit là, que ça prend beaucoup de place, ça affecte le fonctionnement un peu, la vie de tous les jours. Donc, parlant de choses qui peuvent prendre beaucoup de place, de nos jours, il y a beaucoup d'ados qui vont passer beaucoup de temps sur les médias sociaux, sur les écrans. Puis des fois, ça peut amener un sentiment de connexion, ça peut amener plein de possibilités, mais ça peut aussi être une exposition à beaucoup de messages, parfois négatifs ou parfois difficiles, ou des contenus par rapport à l'environnement qui, j'imagine, peuvent avoir un impact sur ces sentiments d'éco-anxiété-là. Est-ce que tu aurais une idée là, des impacts ou est-ce que la recherche peut nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y en est là? Est-ce que les médias, les écrans, finalement, ont un gros impact là, sur la question de l'éco-anxiété? Ben, forcément oui. Tu sais, les médias en général, là, autant la télé que l'Internet,
Parce qu'il y a certains enfants, par exemple, tu sais, au Québec, on est chanceux, il y a de plus en plus d'éducation relative à l'environnement dans le curriculum à l'école. Et c'est pas partout comme ça dans le monde, là. Donc, forcément, des fois, les jeunes sont en contact avec l'idée des changements climatiques par les médias sociaux, par les médias traditionnels. Ce qu'on sait, là, encore là, très embryonnaire, mais ce qu'on sait un petit peu dans la littérature, c'est que les jeunes qui ont tendance à visionner plus de documentaires vont être plus éco-anxieux. Parce que justement, les faits sont assez indéniables. Hein? Fait que évidemment, forcément, ça crée de l'anxiété. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, là, je m'éloigne un tout petit peu des médias sociaux, là, mais ce qu'on voit, c'est que dans nos études, par exemple, c'est qu'à force de ne pas vouloir parler de changement climatique avec les jeunes internalisent certaines erreurs factuelles. Fait que, par exemple, là, c'est dans le cas d'enfants, là, mais il y a des enfants qui pensaient qu'on était tous foutus parce que la Terre se rapproche du Soleil puis qu'on va exploser d'ici quelques années. C'est ça, nous, on a vu ça dans nos recherches, puis on s'est dit, OK, ben, tu sais, il faut prendre justement cet espace-là. Tu sais, il faut qu'on leur laisse l'espace pour poser leurs questions, ne serait-ce que pour défaire certains mythes ou certaines idées préconçues qui sont fausses. Fait que, tu sais, il y a cette idée-là aussi qu'il y a beaucoup de faussetés qui circulent sur les médias sociaux puis sur Internet, mais alors, d'où l'idée de discussion, de défaire certains de ces mythes-là qui peuvent permettre d'apaiser ou au moins d'enlever cette espèce de sentiment que l'apocalypse s'en vient. Puis, tu sais, dans nos recherches aussi, ce qu'on a déjà montré par le passé, c'est que des fois, les parents, ils se disent, oh, mon enfant, il est pas inquiet, là, de la crise climatique, pas en tout. Puis, tu sais, dans ces familles-là, là, quand on faisait une entrevue avec le parent puis l'enfant séparément, ben, les familles où les parents étaient convaincus que les enfants étaient pas inquiets, c'était les familles où les enfants étaient le plus inquiets. Fait que, tu sais, encore une fois, d'où l'importance juste d'ouvrir un dialogue. Je pense que ça permet de défaire beaucoup d'erreurs de conception, là. Oui, oui. Puis il y avait beaucoup d'éléments là, dans ta réponse, en fait. Là, donc, des contenus qui peuvent Désolée. être erronés. Mais non, mais en fait, qu'on soit enfant ou ado ou même adulte, des fois, c'est difficile d'y voir clair là, sur ce qui est un fait ou ce qui est une fausse information. Je pense aussi qu'il y a quand même des endroits, des forums, des communautés en ligne qui peuvent être très bénéfiques, des ressources qui sont créées par des communautés ou des organisations professionnelles aussi là, pour soutenir puis créer une certaine solidarité. On sait qu'il y a beaucoup d'ados qui vont socialiser principalement en ligne, là, mais donc, c'est sûr que c'est pas tout qui est à importance égale ou à impact égal, finalement, là, quand on parle d'éco-anxiété. Donc, merci. Faut pas oublier aussi que les réseaux sociaux mènent à la révolution, là, tu sais, donc dans la mesure où, tu sais, ça permet justement de rallier nos forces, encore cette idée d'action collective. Fait qu'il faut pas non plus diaboliser les réseaux sociaux, c'était vraiment pas mon intention. Faut juste être capable d'engager un dialogue avec son enfant pour départager le vrai du faux dans, tu sais, dans les situations où il pourrait avoir ce danger-là, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis, en fait, on parle de beaucoup de gros sujets aujourd'hui, là. Donc, crise climatique, désespoir, bon, éco-anxiété, ça peut être quand même assez lourd, mais peut-être pour nous aider à clore un peu notre discussion aujourd'hui, est-ce que il y aurait des messages plus d'espoir, là, ou peut-être un mot de la fin, là, sur une note un peu plus positive, là, pour partager avec nos auditeurs, là, pour voir comment, avec peut-être une meilleure compréhension des enjeux d'éco-anxiété, finalement, là, il y a un bout de chemin à faire, où il y a quelque chose qui peut être plus positif, là, ou un petit une petite lueur, là, finalement, au bout du tunnel. Ben, je trouve ça vraiment intéressant. Souvent, les gens me disent, ah, mais on peut-tu finir sur une note d'espoir? Puis moi, je dis, non, on va revenir dans le désespoir. On n'en a pas assez parlé. Parlons plus de la noirceur. Ceci étant dit, il y a une littérature qui est en train d'émerger en lien avec la crise climatique sur l'espoir radical. Puis l'idée derrière l'espoir radical, c'est que tu as de la place pour reconnaître que tu vis du désespoir, mais tu peux quand même avoir un peu d'espoir que tu vas trouver une manière de redonner un sens, d'agir pour améliorer le sort de la planète. C'est comme si tu acceptes que ces deux émotions-là peuvent cohabiter, ce que je trouve merveilleux. Puis c'est aussi ce que les enfants nous disent dans nos recherches, c'est qu'ils ont du désespoir puis de l'espoir, des fois en même temps. Puis quand on y pense, ces deux émotions-là ont cette particularité-là qu'on n'a pas de contrôle sur l'avenir, là. Autant qu'on est dans l'espoir que dans le désespoir. Donc, ils partagent quand même ces racines communes-là. Puis je pense que c'est ça la voie, la lueur d'espoir que je peux vous donner en terminant, c'est
Ben, il faut reconnaître les périodes de noirceur pour être capable d'aller vers la lumière. Tu sais, donc, je pense que de cette idée-là que les deux peuvent cohabiter, puis qu'on peut retrouver un sens à sa vie quand même, c'est vers ça que j'encouragerais les gens à aller. Là. Ben, c'est un message très, très riche, puis ça revient chercher aussi d'autres éléments de notre discussion, c'est-à-dire de ne pas invalider ces sentiments-là Exact. qui peuvent être Ouais. négatifs, mais qui pourraient tout à fait coexister avec un état notamment de bien-être, de mieux-être et tout ça. Donc, écoute, Catherine, merci beaucoup, beaucoup pour cette discussion-là. Un rappel, on est avec Dr. Catherine Malbeuf-Urtubis, qui est psychologue pour enfants, chercheuse et professeure agrégée à l'Université Bishop's. Ça a été une vraiment très belle discussion sur un sujet parfois complexe, l'éco-anxiété. Merci beaucoup, Catherine. Ben, merci à toi. L'anxiété est une réaction normale et naturelle au stress, et les changements climatiques sont une menace réelle et omniprésente. Les adolescents qui se sentent anxieux, inquiets ou découragés par rapport à l'avenir s'en sortent mieux s'ils sont écoutés, connectés et ont l'impression de faire partie de la solution. Ados en santé vous est présenté par la Société canadienne de pédiatrie. L'épisode d'aujourd'hui a été produit par Jen Brouillette et je suis le docteur Nicolas Chadi. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite et partagez-le avec un ami. Faites parvenir vos commentaires à info@cps.ca avec le titre Ados en santé. À bientôt!